Bonjour à toute la communauté libre et riche et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Michael Burry est de retour. Oui, Michael Burry qui avait prédit la crise des subprimes de 2008 et qui avait fait gagner à son hedge fund près de 1 milliard de dollars fait encore parler de lui. Alors, évidemment, même si en règle générale on le suit au travers des documents 13F déposés à la Securities and Exchange Commission, c'est-à-dire la SEC qui est le gendarme de la bourse américaine, comme nous en avions parlé dans nos précédentes vidéos, il est également de retour sur Twitter, et attention parce que dès qu'il publie un nouveau tweet, dans l'heure qui suit, il supprime automatiquement sa publication. Il a récemment publié quelques petites anecdotes intéressantes concernant le Bitcoin notamment, ainsi que le marché boursier américain. On va donc voir dans cette vidéo pourquoi cet homme qui dans le passé avait été capable de prédire les bulles, parle aujourd'hui de la merde de tous les cracks, et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour bien comprendre car il en est plus que convaincu, et nous verrons qu'il existe une opportunité d'investissement. Avant de commencer, nous t'invitons à consulter le site internet de notre partenaire Fructify, qui est une plateforme web qui délivre des méthodes simples et efficaces dans le but de démocratiser l'investissement pour tous les investisseurs. Fructify.io permet de créer une stratégie d'investissement ou de copier des traders indépendants afin d'investir dans les crypto-monnaies de manière simple et automatique. L'équipe est composée de 3 traders de profession qui ont obtenu une performance annuelle de 92%, 140% et 40% respectivement. La plateforme donne également la possibilité de répliquer des indices de crypto-monnaies afin de diversifier son portefeuille crypto. D'ailleurs, une formation gratuite en 5 vidéos sur les crypto-monnaies est également possible et tous les liens se trouvent en description de cette vidéo. Michael Burry est sans aucun doute l'une des rares personnes qui a su prédire avec précision le déclin du marché immobilier américain en 2008, qui aurait pu provoquer un effondrement du système financier mondial. Le seul inconvénient, si on peut dire, c'est que Burry parvient à prédire les cracks trop tôt entre guillemets, et donc pendant un petit moment il perd de l'argent, c'est ce qu'on peut voir sur ce tableau. Comme on peut le voir, Michael Burry avait prédit le crack immobilier avant la date fatidique de 2007, et donc en 2006, son fonds d'investissement était en perte de 18%. Pour autant, l'année suivante, lors de l'effondrement du marché immobilier, sa rentabilité s'est élevée à près de 167%, ce qui lui avait permis d'obtenir une performance totale de 696,94%, tandis que le SP500 n'avait performé sur la même période que de 5,20%. C'est plus précisément le 19 mai 2005 que Burry avait réalisé ses premiers achats de crédit défaut swap, c'est-à-dire de CDS, à hauteur de 60 millions de dollars à la Deutsche Bank. Il lui a donc fallu attendre 3 ans avant de pouvoir obtenir un retour sur investissement. Toujours est-il que la raison pour laquelle il avait compris aussitôt ce qui se passait, c'est parce qu'il creuse le sujet en profondeur avant de se lancer. D'ailleurs, si tu as vu l'adaptation cinématographique de son histoire appelée The Big Short, tu te souviens certainement du moment où il est assis devant son écran, en train d'éplucher des milliers d'hypothèques susceptibles de faire défaut. Si tu n'as pas encore vu ce film, nous te le recommandons. C'est donc entre autres pour ses capacités analytiques que nous suivons ce qu'il fait et ce qu'il dit, non pas parce qu'il a su prédire une fois le krach boursier et en a largement profité, mais parce que c'est le genre de personne qui s'informe énormément afin de trouver des informations concrètes pour prendre des décisions éclairées en fonction des données analysées. Et c'est justement pour cette raison que nous faisons cette vidéo, car dans notre dernière publication sur ce personnage, nous t'avions dit qu'il avait supprimé son Twitter, et là, sorti de nulle part, il vient de le réactiver, s'est mis à tweeter de nouveau comme si de rien n'était. Plus tôt dans l'année, il avait notamment parlé de l'inflation qui allait exploser aux États-Unis, comparant le pays de l'oncle Sam à la République de Weimar allemande des années 1920. Il avait également tweeté en guise d'avertissement « Les gens disent que je n'avais pas prévenu la dernière fois, je l'ai fait mais personne n'a écouté, donc cette fois-ci je préviens et pourtant personne n'écoute, mais au moins j'aurai des preuves de cet avertissement. » Par la suite, plus rien, silence radio jusqu'à ce qu'en juin, sorti de nulle part, il a réactivé son Twitter et a recommencé à publier des messages d'avertissement avec ce tweet notamment. Les gens me demandent tout le temps ce qui se passe sur les marchés, c'est très simple, la plus grande bulle spéculative de tous les temps et de partout, de 2 ordres de grandeur. Évidemment, tu t'en doutes, il n'y a pas grand chose à interpréter ici et honnêtement on ne peut qu'être d'accord avec lui. L'environnement économique dans lequel nous nous trouvons actuellement où les taux sont proches de zéro voire négatifs, et l'argent facile qui coule à flot fait que le rendement des actifs chute, et évidemment, les investisseurs cherchent à rentabiliser leur argent. La plupart des investisseurs empruntent pour placer cet argent sur les marchés, et leur but est évidemment d'obtenir une performance supérieure au taux d'intérêt à rembourser. Le problème, c'est que cet afflux monétaire fait pression à la baisse sur les performances des différentes classes d'actifs,
et vient directement donner une relation disproportionnée entre, d'une part, la performance, et d'autre part, le risque. Et dans la mesure où la rentabilité, c'est-à-dire la performance, est nécessairement la contrepartie du risque, les investisseurs n'ont pas d'autre choix que de se rediriger vers des actifs toujours plus risqués. Tandis qu'en temps normal, les investisseurs réalisent surtout des arbitrages entre les obligations et les actions, aujourd'hui ils vont chercher de la performance dans des actifs plus risqués et spéculatifs, comme les mêmes stocks, les SPAC, ou encore les crypto-monnaies. Et c'est entre autres ce qui a mené récemment Michael Burry à tweeter et dire que le problème avec la crypto, comme dans la plupart des choses, c'est l'effet de levier. Si vous ne savez pas quel est l'effet de levier de la crypto, vous ne savez rien de la crypto, peu importe ce que vous pensez savoir d'autre. Ou encore, tout cet engouement et cette spéculation attirent les investisseurs particuliers juste avant le plus grand crack boursier de tous les temps. Les envolées de prix paraboliques créées par la peur de manquer le run-up ne se résolvent pas par une consolidation, mais par un crack. Et lorsque la chute des cryptos et des mêmes stocks se chiffreront par plusieurs milliards de dollars, les pertes des investisseurs particuliers seront l'équivalent de la taille de pays entiers lorsque cela se produira. L'histoire se répète. Il a également réagi à cet article du Wall Street Journal, en citant notamment cette phrase « La transparence du Bitcoin est susceptible d'atténuer la fraude et le vol d'une manière que les banques et les monnaies traditionnelles ne pourraient jamais le faire », et il a répondu « Tu vois un mouvement haussier, je vois un mouvement baissier ». D'ailleurs, si tu te souviens bien dans une vidéo précédente, dans laquelle nous parlions de la faillite du Family Office Archegos Capital, que tu peux retrouver en cliquant sur l'icône qui apparaît en haut à droite de l'écran, on avait vu que la dette sur marge, c'est-à-dire les actions achetées à crédit pour faire usage de l'effet de levier justement, se trouvait à des niveaux historiquement hauts, jamais atteints jusqu'à présent. Donc pour comprendre ce graphique, la courbe bleue représente les variations mensuelles des performances du SP500, et les barres rouges, elles, représentent la dette sur marge. On voit que lorsque le prix des actions monte, les investisseurs se sentent en confiance et empruntent de l'argent, empruntent davantage d'argent pour acheter plus d'actions, faisant à nouveau monter le cours des actions, les cours boursiers, ce qui leur permet d'en acheter encore plus, puisque les marges de maintien dépendent de la valeur du portefeuille, qui lui augmente et s'auto-entretient tel un cercle vicieux. Et les taux bas évidemment ne faisant qu'amplifier ce phénomène. Comme on peut le voir sur ce graphique, les leviers représentés cette fois-ci par la courbe bleue ne cessent d'augmenter, ne faisant qu'amplifier le mouvement de hausse du SP500 qui lui, cette fois-ci, est représenté par la courbe rouge. Dans notre précédente vidéo sur Archegos Capital, j'avais à juste titre dit qu'à chaque nouveau record de dette sur marge, les marchés chutaient violemment. Je me suis donc amusé à actualiser le précédent graphique, et on voit que la variation de la dette sur marge, qui avait atteint des records historiques, a baissé, et curieusement, qu'est-ce qu'il s'est passé sur le SP500 qui est représenté par la courbe jaune? Eh bien le marché est en train de chuter. Sur ce graphique qui est une courbe en régression linéaire, on voit effectivement qu'il existe, semble-t-il, une corrélation entre ces deux variables. En ce qui concerne le Bitcoin, ce phénomène est amplifié dans la mesure où certains courtiers comme BitMEX permettent de faire usage des leviers 100, c'est-à-dire qu'en mettant seulement 1 euro, l'investisseur a la possibilité de déplacer 100 euros. Donc, si l'investisseur place 1000 euros, évidemment, il va pouvoir déplacer 100 000 euros. Autrement dit, tandis qu'avec ces 1000 euros, il ne peut en principe pas acheter de Bitcoin, ou du moins il ne peut acheter que des fractions de Bitcoin, des Satoshi, avec cet effet de levier 100, il peut désormais acheter plusieurs Bitcoins. Alors après un week-end difficile, la semaine a très mal démarré pour le Bitcoin, puisque la crypto teste actuellement le support des 33 000 $, et la crypto-monnaie a accentué sa chute de plus de 10% en une journée. Principale raison de la baisse, les inquiétudes sur la lutte du gouvernement chinois contre le minage de Bitcoin, et la crainte qu'en cas de prohibition du minage, les mineurs chinois cessant leur activité risquent de vendre leur stock de Bitcoin accumulé, ce qui entraînerait une chute encore plus violente de la crypto-monnaie. D'ailleurs, certains abonnés nous ont posé une question particulièrement intéressante qui est: est-ce qu'une chute du prix du Bitcoin pourrait provoquer un crack du marché boursier? Alors attention, en théorie, du moins pour le moment, non. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que le Bitcoin n'a en principe pas d'impact sur la valeur d'une entreprise,
Et dans la mesure où la bourse est censée refléter la valeur d'une entreprise cotée, en principe, les deux marchés ne sont pas corrélés. Pourtant, je me suis amusé à comparer l'évolution du SP500 représentée par la courbe rouge avec l'évolution du prix du Bitcoin qui, lui, est représenté par la courbe bleue, et on voit que lorsque l'un baisse, l'autre en fait de même, etc. En échelle logarithmique, on le voit encore mieux, et on voit que ce phénomène est d'autant plus représentatif lorsque l'un baisse, l'autre chute, et inversement. On voit que le prix du Bitcoin depuis un mois est en train de chuter, et là, curieusement, qu'est-ce qu'il se passe avec le SP500? Pareil, chute qui est en train de se produire. On a donc l'impression qu'il existe une corrélation entre les deux. Alors, évidemment, on peut utiliser l'adage latin qui s'applique en statistique, cum hoc sed non propter hoc, qui veut tout simplement dire que la corrélation n'implique pas la causalité. Malgré tout, en pratique, du moins dans le futur, une baisse du prix du Bitcoin pourrait impacter les marchés boursiers. Comment? Eh bien, tout simplement, imaginons que de nombreuses entreprises se mettent à placer tout ou partie de leur trésorerie en Bitcoin, ce qui est déjà le cas de nombreuses entreprises comme Tesla, et il en existe d'autres. Eh bien, dans ce cas de figure, effectivement, cela pourrait avoir un impact sur le marché boursier, puisque, comptablement, on pourrait représenter à l'actif comptable du bilan, par exemple, 100 $ de trésorerie placés en Bitcoin, supporté par, évidemment, 100 $ de capital au passif du bilan comptable. Si demain, le prix du Bitcoin venait à chuter, par exemple, de 50%, ça voudrait dire que désormais, la trésorerie chuterait en valeur, passerait à 50 $. Ce qui viendrait évidemment grignoter le capital qui se réduirait également à 50 $. Les actionnaires endossant donc les pertes, ce qui se traduirait automatiquement par une diminution du prix des titres boursiers, et donc ça viendrait impacter le marché boursier. D'ailleurs, selon un sondage réalisé par Bank of America, plus de 80% des gestionnaires de fonds estiment que le Bitcoin est une bulle. Alors, effectivement, si on compare l'évolution actuelle du prix du Bitcoin, qui est représenté par la courbe blanche, avec celle de 2010-2013, qui est représentée par la courbe bleue, avant son premier crack, on voit que la courbe blanche semble suivre la même tendance que la courbe bleue, c'est-à-dire il y a près de 10 ans. Sur ce deuxième graphique qui représente l'évolution du prix du Bitcoin actuel, encore une fois par la courbe blanche, comparé à la courbe bleue qui représente l'évolution du prix du Bitcoin entre 2016 et 2018, ici encore, les tendances semblent similaires. Donc si on se base sur le prix actuel de la crypto-monnaie, et si le cours suit sa tendance passée, ça voudrait dire que le Bitcoin actuellement se trouve ici, et on voit qu'entre 2010 et 2013, au même stade, la crypto-monnaie s'était revalorisée de plus de 1300% avant de craquer, et que même après sa chute, à aucun moment le Bitcoin n'était retombé au prix antérieur. Si maintenant on se base sur le prix actuel, mais en regardant le graphique de 2016 à 2018, le cours du Bitcoin serait à peu près ici, ce qui veut dire que, au même stade, la crypto-monnaie s'était revalorisée de plus de 700%, et encore une fois, par la suite, à aucun moment le prix du Bitcoin n'était retombé au prix antérieur malgré le crack. Donc, si on part du principe que le Bitcoin aujourd'hui poursuit sa lancée comme dans le passé malgré sa récente chute, il pourrait potentiellement dépasser les 200 000 $ ou plus et ne jamais retomber au prix actuel malgré un potentiel crack, ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui nous pouvons trouver un bon point d'entrée. C'est d'ailleurs sans aucun doute pour cette raison que Cathie Wood vise un objectif de prix à 500 000 $. Alors évidemment, toutes les informations de la chaîne Librairie sont données à titre exclusivement pédagogique et ne constituent pas un conseil en investissement. D'ailleurs, si tu aimes les analyses techniques et souhaites être au courant des dernières actualités sur le Bitcoin et les crypto-monnaies en général, nous t'invitons à t'abonner à CryptoBlock, notre deuxième chaîne YouTube qui est animée par JP, trader et analyste graphique. Et toi, que penses-tu des propos de Michael Burry? Penses-tu que les dettes soutenues par l'argent qui coule à flot et les leviers financiers utilisés pourraient provoquer un crack boursier dans les mois à venir? Bref, n'hésite pas à nous faire savoir dans les commentaires quelle est ton opinion, c'est toujours un réel plaisir de discuter avec les membres de la communauté Libre et Riche. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à donner un like et la partager avec ton entourage afin de faire croître la communauté. Si tu as besoin de conseils patrimoniaux, que tu souhaites te faire suivre ou tout simplement te former, n'hésite pas à nous envoyer un message en cliquant sur les liens qui se trouvent en description de cette vidéo.
N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et surtout, très important, active la cloche pour être le premier informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, souviens-toi que l'on reste en contact sur Facebook, Twitter, Instagram et le Discord, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.